déclarations incroyables de Pavel Durov. Le fondateur de TikTok affirme que le directeur de la DGSE, le service de renseignement extérieur, est venu le voir à l'hôtel Crillon pour qu'il bloque les voix des conservateurs sur son réseau social avant la présidentielle. Pavel Durov a dit niet en expliquant « Nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran, nous ne le ferons pas en Europe ». Il ajoute qu'on ne peut pas défendre la démocratie en la détruisant. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne comme d'habitude. La chronique de Vincent Herouet ce matin justement sur ça, parce que lui il revient sur ce que vous et moi avons appris. La vérité sur le mensonge de Macron et pourquoi Macron il est parti s'ingérer dans cette histoire et pourquoi Macron et l'Europe sont partis s'ingérer dans cette histoire. L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Herouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin de la victoire inespérée du maire de Bucarest à l'élection présidentielle en Roumanie et la mise en cause de la France qui aurait tenté d'influer sur le résultat du scrutin. Alors le nouveau président Nicu Sărdan est un matheux qui a fait Normal Sup et il sait parfaitement qu'en ayant obtenu 21% des voix au premier tour, pour arriver à 54% au second, il lui fallait additionner les voix des 11 autres candidats et n'en perdre aucune en route. Comme plusieurs de ses rivaux le détestent, cette arithmétique paraissait improbable et pourtant, il a coiffé au poteau son adversaire nationaliste, Georges Simion, qui n'a obtenu hier que... Voilà. Rien que par la description de ce que Vincent Herouet vient de faire là, ce n'est même pas comme nous avons eu en France pendant les élections législatives où c'était l'union de la gauche et donc on peut comprendre que les sensibilités de plusieurs personnes de la gauche se rassemblent autour de NFP. Là, vous avez 11 personnes différentes qui ne sont pas tous de la même sensibilité et surtout on vous dit qu'ils le détestent, qui ont vu leurs électeurs se détourner d'eux pour aller se consacrer sur le monsieur pro-Europe du pays. Non, mais c'est incroyable. 45% des voix, à peine mieux qu'au premier tour, où il en avait rassemblé 41%. L'explication, c'est la mobilisation des abstentionnistes, un vote barrage, un sursaut des défenseurs de l'Europe, car le maire de Bucarest a mené cette fin de campagne en la présentant comme un référendum pour ou contre l'Europe. Alors c'est vrai que la participation a été plus forte, 53% au premier tour, 65% au second, mais comme les campagnes et la diaspora roumaine plébiscitaient Simion, on imaginait mal que son adversaire remonte de 30 points et l'emporte avec 1 million de voix d'avance. Sa prouesse est historique et évidemment, elle apparaît suspecte. Voilà. Donc lui, il fait une prouesse historique, suspect, sur qui il n'y a rien à voir. Georgescu, là. Non, le Georgescu, je crois. Lui, il gagne. Parce que dans le pays, eux-mêmes, ils ont truqué, ils voulaient déstabiliser je ne sais pas quel camp. Et donc, ils ont boosté ces publications sur TikTok. Mais là, une information extraordinaire quand même qui sort maintenant dans la presse, c'est que il y a des journalistes roumains qui prétendent et qui disent, devant avoir la preuve, en fait, que cette campagne sur TikTok n'a pas du tout été financée par la Russie, mais qu'elle a été financée par l'ancien parti au pouvoir, le parti donc national libéral, qui a en fait soutenu et financé des publicités pour Monsieur Georgescu dans le but de diviser en fait leur opposition, de diviser la droite. Et que c'était payé par le parti au pouvoir pour rester au pouvoir dans le but de diviser la droite. Ouais, c'est quand même incroyable. Donc, en fait, l'ensemble de l'opération maintenant est calamiteuse, mais de façon quasiment providentielle, finalement, on voit ce monsieur Georgescu qui, en fait, lui, n'a rien demandé au départ. Lui ne voulait pas dépenser d'argent pour sa campagne. Et bien, finalement, il s'est trouvé, malgré lui, on va dire, au centre de cette affaire, et puis en tête à la fin du premier tour de la première tentative d'élection. On a dit, après qu'on a menti que c'est les Russes qui ont fait ça, donc il y a des gens en Ukraine qui savaient qu'ils étaient derrière ça.
Et s'il y avait des gens en Ukraine qui savaient que c'était eux qui étaient derrière ça, ça veut dire que l'Union européenne, à la base, en enquêtant, savait que ce n'était pas les Russes qui étaient derrière ça. Mais on a dit que c'était suspect. Mais ici, il fait un truc. Parce que la mécanique électorale, je vous l'ai déjà expliqué, tous ces partis politiques ont besoin que la société soit divisée. Plus la société elle est divisée, plus tu n'as pas besoin d'une grande partie de la population pour gagner les élections. Par exemple, Macron, concrètement, il n'a jamais été soutenu que par 20 ou 25% de la population française. Mais il s'est toujours débrouillé pour que de l'autre côté, ça soit tellement cassé que lui, ces 25% lui permettent de se retrouver au deuxième tour et après, au deuxième tour, de faire la victime que si c'est pas moi, c'est le RN. C'est exactement ce qu'il voulait jouer aussi pour les législatives. Il pensait que son parti arriverait en tête et donc du coup, on n'avait qu'à dire que son parti contre le RN, mais sauf que le NFP a rassemblé plus de gens et a englobé plus de gens et donc c'est parti est devenu un truc tout sauf le RN. Et dans ça, c'est le NFP qui a plus sacrifié pour que le RN ne passe pas. Et donc la mécanique électorale de l'Occident, c'est facile, mais on ne préfère pas parler de ces débats-là dans ce sens-là, parce qu'on préfère vous faire croire que l'un est méchant, l'un est nini, nanana. Eux tous, que ce soit Mélenchon, Macron, Marine Le Pen, quoi que ce soit, ils ont besoin que eux tous, vous pensez qu'ils incarnent quelque chose de la société pour vous diviser. Parce que plus vous êtes divisé sur les valeurs, sur vos intérêts, sur ce que vous voulez, c'est pour cela que chacun essaye de défendre quelque chose de bien précis. Macron défend les riches, RN fait semblant de défendre les agriculteurs et tout ça. Du côté de la droite, on fait semblant de défendre les immigrés et les plus pauvres. Comme ça, il ne peut pas y avoir de convergence de lutte. Et donc comme ça, pour que tu te retrouves au deuxième tour, tu n'as qu'à concentrer soit les pauvres, soit les pro-immigrés, soit les riches, soit les ultra-riches, soit les agriculteurs et les blancs, les blancs racistes ou qui sont fâchés. Chacun a son créneau. Et comme ça, ils sont sûrs que voilà, ceux qui vont sortir, du coup, ça devient qui est le plus aimé ou qui est-ce que vous êtes prêt à accepter pour vous gouverner. Vous ne choisissez même plus le programme ou quoi que ce soit, vous choisissez contre l'autre. C'est devenu ça les jeux des élections. Mais sauf qu'ici, on avait quelque chose d'exceptionnel. On avait quelqu'un qui rassemblait 40% du pays. Mais face à ça, on a réussi à sortir quelqu'un qui rassemblait une personne sur 5 au premier tour. Cette personne a réussi à rassembler 5 personnes, plus de 5 personnes sur 10 au deuxième tour. Plus fort que Macron. Donc, un trucage sous nos yeux comme ça, là. Mais, comme ils ont verrouillé le truc de l'intérieur, qui va dire qu'ils ont triché? Qui va dire? Qui va dénoncer ça? Puisque eux-mêmes, ils savent qu'ils sont déjà dans des problèmes parce qu'ils ne pourront jamais justifier pourquoi ils ont annulé la première élection. Parce que maintenant, ils disent que c'était sur base de soupçons parce que les enquêtes ont prouvé que tout ce qu'ils ont dit pour faire ce qu'ils ont fait au premier tour, qu'ils avaient annulé, c'était faux. Georges Simion, justement, a dénoncé des fraudes, mais il a reconnu sa défaite aussi. Oui, c'est la deuxième fois que le candidat de droite, largement favori, voit la victoire lui échapper. En décembre, la Cour constitutionnelle a annulé le scrutin présidentiel qui avait placé en tête un quasi-inconnu qu'Alain Georgescu. Selon les services de renseignement, des milliers de comptes TikTok avaient fait grimper la popularité de Georgescu. On a accusé le Kremlin. Franchement, est-ce que vous attendez? Ils ont fait annuler l'élection parce que des milliers de comptes TikTok avaient fait booster la cote d'un candidat. N'est-ce pas ce qui s'est passé en France avec le RN? N'est-ce pas des milliers de comptes TikTok ou même le compte TikTok de Bardella qui a fait que le RN a défoncé toutes les parties françaises aux européennes et aux législatives? Mais quand c'est en France, il n'y a pas d'ingérence. Parce que le RN a déjà posé un genou à terre pour le patronat et pour les sionistes de France. Et donc, si le RN
défonce le parti de Macron, c'est pas grave. Macron a des gens en poche et eux, ils se sont déjà mis à genoux. Mais ils vont dans le pays des gens dire que s'ils vont faire plus de publicité pour quelqu'un, c'est que c'est de l'ingérence. La Russie du président Poutine manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Je vous rappelle qu'en France, quand le Parti socialiste et la droite étaient les partis les plus forts de France, c'est eux, seuls eux, passaient dans les émissions la plupart du temps en prime time. Et tous les autres, on leur faisait passer soit tôt le matin, soit tard le soir, quand il n'y a personne qui regarde la télé. Et pourtant, à la fin, on disait que le temps de parole est équilibré. C'est des choses que vous avez peut-être oubliées en France. Mais, comme j'ai suivi l'actualité depuis que je suis à la fac, je me suis mangé l'actualité comme c'est pas permis, je peux vous décrypter ça facilement. Méga triche, à mon sens. On avait tort, ce n'était pas de l'ingérence russe, mais un coup monté par un parti centriste pour gêner le rival. Entre-temps, qu'Alain Georgescu avait été interdit de se représenter pour d'obscures raisons bureaucratiques. Alors, ce mini coup d'État a laissé des traces. Il explique le score mirobolant de Georges Simion au premier tour et un vote de vengeance. C'était à peu près ça. Le Trump roumain a une deuxième raison de crier au voleur, c'est l'ingérence étrangère. Pas celle du Kremlin, celle de la France. Alors, voilà, nous y arrivons. Et ici, c'est là, c'est vraiment là, l'hôpital qui se fout de la charité. Le pays qui est venu le plus défendre le fait que, soi-disant, les élections étaient truquées en Roumanie, qu'il fallait revoir ça de près, Macron et Ursula von der Leyen, c'est le pays qui est venu là pour tricher. Non, mais c'est grave. alors justement, il accuse Emmanuel Macron d'avoir mené campagne en Roumanie. Oui, c'est ce qu'il a expliqué sur CNews vendredi. Il accuse notre ambassadeur à Bucarest d'avoir conseillé aux membres du Conseil constitutionnel de barrer la route au candidat Jean Simion et d'avoir fait ensuite campagne contre lui. Parce qu'il est eurosceptique, contre le soutien militaire à l'Ukraine, contre l'afflux des réfugiés, contre la présence permanente de troupes étrangères sur son sol, notamment les 1400 soldats français. Cette accusation d'ingérence a été confortée hier soir par les déclarations incroyables de Pavel Durov. Le fondateur de TikTok affirme que le directeur de la DGSE, le service de renseignement extérieur, est venu le voir à l'hôtel Crillon pour qu'il bloque les voix des conservateurs sur son réseau social avant la présidentielle. Pavel Durov a dit niet en expliquant « Nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran, nous ne le ferons pas en Europe ». Il ajoute qu'on ne peut pas défendre la démocratie en la détruisant. C'est le discours même qu'a tenu Donald Trump à Riyad la semaine dernière. C'est sans précédent que la DGSE cherche à censurer l'opposition dans un pays européen comme une république bananière. Voilà. Et ici, quand on vous dit que ces gens-là, parce que souvent les gens ils pensent que je suis anti-Occident. Je ne suis pas anti-Occident. J'ai grandi en Occident. J'ai bénéficié du bienfait de l'Occident. Si aujourd'hui je suis capable d'avoir un esprit aussi critique et surtout de toujours vouloir remettre en question les choses que les officiels disent et surtout vouloir la justice et toutes ces belles valeurs, c'est parce que j'ai grandi en Occident. C'est là-bas qu'on m'a inculqué ça. J'ai quitté l'Afrique beaucoup trop tôt pour être imprégné de ça en venant de l'Afrique. Ce que j'ai pris de l'Afrique, c'est le droit de naître, c'est le droit au respect, c'est le droit à une certaine dignité. Mais toutes ces belles valeurs, les principes et tout ça là que j'ai avec moi, je les ai appris en Occident, je les ai appris sur les bancs d'école, je les ai appris sur les bancs de la fac. C'est l'Occident qui m'a donné ça. Et donc je ne suis pas contre l'Occident. Mais ce que je me suis rendu compte en grandissant, c'est que ce qu'on vend à tout le monde pour faire croire à l'égalité et à toute la fiction qu'ils ont mis en place, ce n'est pas ce qui s'applique une fois que tu commences à vouloir monter en Occident. Et c'est là que tu te rends compte que ce ne sont que des tricheurs. Ils n'ont jamais été que des tricheurs. Et que tout ce qu'ils le vendent comme idéologie, comme idéaux à leur population, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'ils font. Macron a diabolisé la Russie et Vladimir Poutine ici dans tous les sens. Mais plus on avance dans ce conflit et plus il avance dans son mandat,
plus on se rend compte que c'est un menteur. Et pourtant, il continue sans gêne, malgré ce qui vient de se passer là. Malgré qu'il vient de se faire prendre la main dans le sac, c'est encore lui, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui tweetait que c'est à la Russie de montrer qu'elle veut la paix. Quelqu'un qui a diabolisé la Russie comme ça pense que la Russie, elle a intérêt à vouloir faire ce que lui, il voudrait. Sous Ceausescu, on parlait du génie des Carpates. À Paris, on a le génie des Carpettes. Un ambassadeur et un maître espion se sont pris les pieds dans ce tapis. Mais la vague trumpiste connaît un coup d'arrêt. C'est la 3e fois en Roumanie, après l'Allemagne et après le Canada. Mais ce qui se passe, c'est que les verrous vont sauter. Puisque ce qui se passe là, c'est exactement ce qui s'est passé pour Trump 1. Non, pour Trump 2, quand il s'est présenté contre Joe Biden. Moi, je peux vous le garantir, moi, le soir de l'élection Trump-Joe Biden, j'étais devant l'ordinateur et la télé comme ça. Ma femme, elle est partie dormir. J'ai suivi jusqu'à ce qu'on a dit qu'on suspend les résultats des élections américaines. C'est là que je suis allé dormir parce que je disais déjà à ma femme, c'est fini pour les démocrates. Ils étaient en pleurs sur Times Square. Ils étaient en pleurs face aux résultats de Trump. On va dormir, on se réveille. Égalité Biden-Trump. Quoi? Comment ça se fait? Et Trump a appris. Et après ça, il a préparé sa candidature. Il a préparé sa venue aux élections et vous avez vu comment il les a défoncés. Et bien c'est ce qui va se passer partout en Europe. Regardez, le chancelier allemand, il a gagné. Mais quand on est arrivé, le soir où on devait le confirmer comme chancelier, comme par hasard, alors qu'ils ont fait des titres dithyrambiques sur lui et tout ça là, on arrive au Bundestag, le premier vote ne le confirme pas comme chancelier. Première historique depuis l'après-Troisième Reich. Première historique, camouflé, total. Avant même qu'il ait commencé à diriger l'Allemagne, il est déjà en PLS. Et donc, pour les prochaines élections, on va voir. Et à cause de ça, on a déjà autorisé en Allemagne que l'AFDL soit infiltré par la police. Ils sont en train de détruire leur démocratie. C'est pour cela, moi, je dis qu'en Afrique, on ne peut pas pleurer la démocratie. Certes, nous n'avons pas une population qui est assez éduquée et assez avancée pour pouvoir exercer la démocratie comme les Européens. Cependant, il est inutile aussi de vouloir la démocratie comme les Européens parce que nous voyons bien que contrairement même à ce qui se passe en Chine, parce qu'en Chine, nous avons une élite politique qui a un contrat social avec le reste de la population. Vous nous laissez gérer et en contrepartie, on améliore le sort du pays de tout le monde. Certes, il y a des gens qui seront plus riches que d'autres, mais votre niveau de vie va s'améliorer tout au long de notre gestion. C'est exactement la même chose avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, ses opposants qui sont partout là dans les démocraties pleurent, je ne sais pas quoi. Mais tu vas parler à n'importe quel Russe. Quand Poutine a pris le pouvoir et maintenant, sa vie a significativement changé par rapport à avant Vladimir Poutine. Et c'est ce que on a vu l'inverse dans tous les pays qui étaient contrôlés soi-disant par les Européens ou par la France. Particulièrement les pays qui étaient contrôlés par la France. Partout où la France a été amie avec le pouvoir, on a vu la qualité de vie de la population non seulement ne pas progresser dans le bon sens, mais regresser. Pendant ce temps-là, la France affichait des échanges records avec ce genre de pays où ils achetaient des trucs à vil prix, ils faisaient des bénéfices mirobolants. Le cas d'Areva. Areva prenait de l'uranium en Afrique à vil prix, mettait dans ces échanges, nous avons acheté pour 1 euro d'uranium en Afrique, au Niger ou au Mali ou à je sais pas quoi, et après il le transformait, il faisait x1000, et sauf les x1000 c'était la France qui l'a fait grâce à son savoir-faire. Mais en Afrique là-bas ils avaient pris 1. Et dans le 1 là qu'ils ont pris, il y a 50 centimes qui est parti pour le pantin qu'ils ont mis au pouvoir. Voilà
la démocratie que j'ai toujours dénoncée. Voilà pourquoi je suis contre le gouvernement français et particulièrement le gouvernement d'Emmanuel Macron, puisque lui, il représente vraiment le pire du pire de ces gens-là qui veulent contrôler la France. Lui, il a pris avec lui toute la bourgeoisie, ils se sont mis derrière lui pour manger la France comme il faut. Donc, à son départ là, de toute manière, vous le voyez, les agences de notation, ils ne veulent même plus s'attarder sur la France parce qu'ils savent que s'ils doivent faire leur boulot, la note de la France doit baisser et que la France va être rejetée de la plupart des hedge funds où on a, comment on appelle ça, des dettes souveraines de la France. Et donc, ils devront les sortir de leur truc. Et donc, ça va entraîner plusieurs choses. Pour l'instant, ils essayent de retarder ça, peut-être pour permettre à ces hedge funds-là de se préparer à sortir de leur bilan ou de leurs actifs les dettes souveraines françaises. Donc Emmanuel Macron, soi-disant le Mozart de la finance, il va laisser une France catastrophique. Et donc, attention, on en a fini avec ce qui s'est passé en Roumanie, comme je voulais le faire. Et donc, le troisième sujet, c'était Gaza. Gaza et Netanyahou.